Alors aujourd'hui, j'ai eu la grande chance de former des médecins polonais du groupe Alameda à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'insulinorésistance, mais plus particulièrement les conséquences non métaboliques de l'insulinorésistance. C'est vrai que l'insulinorésistance, c'est un élément qui est très présent dans la prévention des maladies métaboliques, des préventions cardiométaboliques, mais il ne faut pas oublier toutes les conséquences qu'elle va avoir par ailleurs, des conséquences sur la santé cognitive, brouillard mental, troubles de la mémoire, troubles de la concentration. On retrouve beaucoup d'insulinorésistance aussi quand les personnes présentent déficit de l'attention avec ou sans activité. Mais cette insulinorésistance, elle va aussi avoir des conséquences très importantes sur la fonction rénale et progressivement, elle va conduire à une altération de la fonction rénale qu'on va pouvoir retrouver à travers certains marqueurs biologiques, que ce soit le DFG, que ce soit l'urée, la créatinine. Et bien entendu, chez un patient diabétique de type 2, on va penser à monitorer cette fonction rénale. Quand on est entre guillemets juste au stade de l'insulinorésistance, ce ne sera pas le cas et pourtant, on sait que ça va être un marqueur à contrôler et ce sera vraiment un des éléments à corriger pour prévenir ce risque d'insuffisance rénale. Un troisième point qui est vraiment important, qui est directement lié à l'insulinorésistance, c'est les déséquilibres hormonaux. Comment ça se passe? L'insulinorésistance, elle va générer une inflammation systémique de bas grade. Et cette inflammation systémique de bas grade, elle va avoir des conséquences à la fois sur la production hépatique de SHBG, donc elle va réduire la synthèse hépatique de SHBG, avec comme corollaire une augmentation de la fraction libre active de testostérone et d'œstrogène. C'est pourquoi chez les femmes, en insulinorésistance, on va souvent observer une hyperœstrogénie relative, mais pas que. Cette insulinorésistance, via l'inflammation de bas grade, elle va dérégler en fait toute l'homéostasie de l'axe hypothalamo-hypophysaire. On sait toutes les conséquences que ça va avoir sur l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien, sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et sur l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique chez les hommes comme chez les femmes. Donc cette insulinorésistance, elle va vraiment mettre le chaos, si je puis m'exprimer ainsi, sur toute l'homéostasie hormonale. Donc c'est vraiment une problématique très importante. Et puis un autre point qui va être vraiment important, c'est de corréler cette insulinorésistance à notre exposition permanente aux perturbateurs endocriniens. Quand on pense perturbateurs endocriniens, on pense souvent stéroïdes, mais l'insuline fait partie des hormones qui sont largement déstabilisées, déséquilibrées par notre exposition permanente aux perturbateurs endocriniens et que on ne peut pas négliger cette prise en charge dans la prise en charge de l'insulinorésistance. Donc c'est important aussi de considérer l'insulinorésistance comme un marqueur de longévité et que cette insulinorésistance, elle va induire une glycation majorée, elle va induire un stress glycant qui va avoir des conséquences sur le vieillissement. Donc si on veut travailler sur la longévité, si on veut optimiser notre capacité à vieillir en bonne santé, évaluer cette insulinorésistance est vraiment un marqueur clé. La conclusion de cette formation aux médecins d'Alameda, c'était vraiment d'ouvrir le champ des conséquences de l'insulinorésistance et de vraiment utiliser ce marqueur bien au-delà d'une problématique métabolique et cardiométabolique. L'insulinorésistance et le bilan lipidique. Il y a vraiment un carrefour entre ces deux voies métaboliques, le métabolisme des glucides et le métabolisme des lipides. Il y a un marqueur qui est particulièrement intéressant, c'est le ratio triglycérides sur HDL, qui vient vraiment nous montrer comment l'altération du métabolisme des glucides va conduire à des dyslipidémies. Et ça, même d'un point de vue pédagogique, pour les patients, c'est vraiment important de leur montrer les conséquences que ça va avoir. Pourtant, quand on pense insulinorésistance et syndrome métabolique, maladie cardiovasculaire, c'est aussi de comprendre et de connaître des marqueurs précoces de ces dysfonctionnements comme l'indice Squeaky par exemple, qui est un marqueur plus précoce que l'indice OMA et qui, avant de traduire une insulinorésistance, va être le signe d'une altération de la sensibilité de nos cellules à l'insuline. Ça, c'est des marqueurs qui sont assez faciles à mesurer et qui permettent justement d'agir tôt et de mettre en place une stratégie micronutritionnelle personnalisée qui va permettre de réverser cette solution et de revenir à une sensibilité à l'insuline optimale. On a abordé aujourd'hui avec les médecins d'Alameda un sujet particulièrement intéressant et souvent sous-estimé
dans les problématiques de digestion, c'est l'importance des enzymes digestives. Aujourd'hui, on a très vite tendance à utiliser des stratégies antipathogènes, qu'il s'agisse de solutions contre les candidoses, contre les SIBO, contre toutes les formes de SIBO d'ailleurs, et contre les parasites. Mais ce qu'on oublie, c'est que souvent, l'émergence de ces pathogènes, le développement de ces pathogènes, il est avant tout lié à des déséquilibres enzymatiques. Il faut savoir que en partant de l'action des enzymes dans la cavité buccale, en passant par la mastication bien évidemment, mais aussi l'optimisation des enzymes gastriques, des enzymes hépatiques et en particulier des sécrétions biliaires, et bien sûr des enzymes pancréatiques, ça va avoir un effet indispensable et nécessaire à un équilibre optimal de notre microbiote. Toute prise en charge de pathogènes qui exclura l'utilisation d'enzymes ou qui ne le proposera pas de façon suffisamment intéressante et précise est vouée à des récidives. On ne peut pas dissocier la prise en charge des pathogènes d'une utilisation d'enzymes digestives adaptées, que ce soit le soutien des enzymes gastriques, des enzymes pancréatiques ou le soutien des sécrétions biliaires.